méfiance, cette absence de vigilance, fait pour le pouvoir une absence de limite qui transforme les pouvoirs depuis toujours, enfin, depuis peut-être avant même qu'il y ait eu une histoire, mais en tout cas depuis qu'on a une histoire écrite, au moins depuis 500 ans. Et phrase de ceux qui écrivent sur la question, c'est de dire méfiez-vous de chacun du pouvoir, ça les transforme en pouvoir corrompu. Et quand on élit quelqu'un, par la procédure de l'élection, on le hisse au-dessus de nous, on en fait quelqu'un de supérieur, au moins temporairement, et cette procédure, elle a comme inconvénient majeur, c'est presque un vice, de conduire les élus à la vanité. Même quelqu'un de bien au départ, il va être porté à se croire capable, se croire légitime, à tout décider à la place des autres. Et c'est pour limiter cette dérive qui nous menace tous, et qu'on aura un pouvoir si on en a un, c'est pour limiter cette dérive que la méfiance, la vigilance est utile. Donc, il ne faut pas non plus être, excessif, un excès en justifie pas un autre. Il ne faut pas, par exemple, être sûr qu'ils vont nous tromper, ou qu'ils vont être mauvais. On a probablement dans nos grandes sociétés besoin de représentants, parce qu'on ne peut pas, comme on est trop nombreux, on ne peut pas discuter de nos lois en étant des millions. Cette discussion n'est pas possible quand on est si nombreux. Donc on a besoin de représentants. Donc soit on les élit, soit on les tire au sort, soit on les recrute par concours. C'est comme ça qu'on est chinois. Il y a quelques postures, il n'y en a pas tant que ça, on en découvrira peut-être d'autres. Mais une fois qu'on les a désignés, il faut qu'on ait une espèce de mix, d'un équilibre entre méfiance et confiance. Mais il faut certainement une bonne dose de méfiance quand même. Même moi, quand je l'applique à moi-même, je me sens complètement digne de confiance, et en même temps, il n'y a pas de raison que je sois différent des autres. Je pense que si j'ai un pouvoir un jour, parce qu'on aura décidé que c'est le tirage au sort, que le tirage au sort un jour tombe sur moi, il y a toutes les chances pour que je me transforme comme les autres. On est tous exposés à ça. Et la méfiance ne veut pas dire qu'on va punir, qu'on va être sévère, Non, il faut juste qu'on surveille. Quand on a désigné quelqu'un, il ne faut pas rentrer chez soi et tout laisser faire sans s'en occuper. Ça vous dit. Je ne sais pas si ça vous suffit comme réponse. Si vous en Oui, merci. Oui, bonjour M. Chouard, Alain Bergeron. C'est qui? Alain Bergeron. C'est ça, on a eu l'occasion d'échanger à quelques reprises par message privé sur Facebook. On devait se recontacter concernant la rencontre d'aujourd'hui. Vous m'entendez bien? Oui. Parfait. Pour donner suite à la question de Marc, j'imagine que vous êtes au courant que Mélenchon est venu à l'invitation d'un mouvement au Québec et il a beaucoup parlé de l'idée de convoquer une assemblée constituante si la population de la France lui accordait le privilège de les servir, entre guillemets. Et j'aimerais savoir si vous avez déjà eu des échanges avec M. Mélenchon d'une part, et aussi est-ce que vous ne croyez pas que le mode de fonctionnement est la pierre angulaire du processus constituant, et où vous en êtes, vous, à la définition des critères d'éligibilité et la façon que pourrait être mise sur pied une assemblée constituante? J'ai pas eu d'échange avec Mélenchon. Je lui ai écrit un ou deux mails, je très bien, je crois que c'est deux mails, auxquels il n'a jamais répondu.
il sait que j'existe, il connaît mon travail, ça j'en suis sûr, parce que je sais bien que les militants de son parti le pressent, le poussent à orienter sa pensée vers le tirage au sort d'une assemblée constituante plutôt que l'élection parmi des candidats. Alors, pressé par sa base, il y vient petit à petit, il en parle de plus en plus, publiquement, mais c'est jamais du tirage au sort complet, il n'en est pas encore arrivé là. Le plus fort pourcentage que j'ai entendu évoquer, c'est 25% de l'Assemblée constituante serait tirée au sort, le reste réélu. C'est évidemment, à mon avis, très insuffisant, mais les gens progressent, les gens évoluent, ça se fait doucement, il ne faut pas aller plus vite que la musique. Déjà qu'ils défendent un peu cette idée, c'était presque inimaginable il y a 5 ans. Donc ça progresse. Il ne me contacte pas, et je pense qu'il me contactera de moins en moins compte tenu de l'image de la légende noire. De moi, en France, là, il y a une bande de... Je ne sais pas si c'est... J'allais dire des gens de gauche, mais je ne suis pas sûr que c'est pas gauche, c'est peut-être des agents de la CIA, je ne sais pas. Qui disent que je suis d'extrême droite, qui disent que je suis même la principale tête de pont de l'extrême droite. Alors c'est vraiment... Mais la droite n'est plus à droite. Comment ? La droite n'est plus à droite, ni la gauche à gauche. Il y a confusion dans les droites et gauche. Oui, c'est vrai qu'il y a une espèce d'incroyable mélange entre les mots et le sens qu'ils devraient avoir. Et quand on essaye de remettre les mots à l'endroit pour que chaque mot désigne une réalité qui est utile, on prend le réel, se fait traiter de confusionniste parce qu'on ne respecte pas la confusion précédente. À mon avis, c'est un problème. Si la confusion règne, c'est un problème. Et s'il y a des gens qui sèment la confusion, c'est vrai qu'il faut sûrement les dénoncer ou au moins contester cette confusion. Mais ce que je fais, il me semble, au contraire d'être de la confusion, c'est détecter, moi je suis en train de comprendre une situation confuse qui préexistait au moment où j'ai commencé à réfléchir, et quand je remets les mots à l'endroit, le mot démocratie, qui pour l'instant désigne son contraire, ça c'est une confusion. Le Parti socialiste fait une politique de la droite la plus dure possible. Ça, c'est un signe de confusion. Quand on parle de constitution pour un texte qui est une prison et une protection, c'était très confus. Enfin, ça nous empêche de voir clair, etc. Donc quand quand on appelle extrême droite des gens qui défendent la nation, la patrie, la famille, éventuellement, la religion catholique. Tous ces gens-là sont traités de fascistes par une partie de la gauche, pas du tout toute la gauche, je crois, mais une partie très sévère de la gauche en France en tout cas, traite de fascistes, d'extrême droite, des gens racistes. Les gens racistes en France se font traiter d'extrême droite. C'est-à-dire que le mot extrême droite ne sert plus à désigner l'extrême de la droite, c'est-à-dire les pires ennemis du peuple, donc les royalistes de l'époque de 1789 ou du 19e siècle, ou les industriels et les banquiers de l'époque, les barons voleurs de l'époque du 19e siècle. Le mot extrême droite ne sert plus à désigner ça, il sert à désigner les racistes. Et ça, pour moi, c'est une confusion, parce que quand on se bat contre le racisme, évidemment, il faut se battre. Quand on se bat principalement et uniquement, pratiquement, si c'est prioritairement contre le racisme, on ne se bat plus contre le capitalisme, et le capitalisme et les banquiers se marrent. Donc quand j'essaye de mettre ce mot-là à l'endroit pour qu'il serve à quelque chose, pour que le peuple puisse avoir les bons mots pour désigner ses pires ennemis, ceux qui utilisaient la définition extrême droite avant que j'en parle, me considèrent comme un trait et qui sèment la confusion, mais la confusion dans la confusion.
Donc,